Chers téléspectateurs, bonsoir à tous et une fois encore, soyez les bienvenus à notre nouveau numéro de Résonance. Cette fois-ci, nous restons toujours dans le champ de la médecine publique et nous accueillons pour vous un autre énarque. Cette fois-ci, il est de la promotion Étienne Tshisekedi et il nous fait l'immense privilège d'être avec nous ce soir. Bonsoir, docteur Benjamin. Bonsoir, Madame Christelle. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter à nos téléspectateurs, s'il vous plaît? Parfait. D'abord, merci pour cette grande opportunité. Je m'appelle Benjamin Bienda, ou à Londres, je suis médecin de formation. Je travaillais comme médecin clinique pendant quelques temps avant de rejoindre par la grande porte l'élite congolaise, par l'ENA, la 6e promo. Après, bien naturellement, je travaille à la santé publique, au secrétariat général, où j'ai fait beaucoup de tout sur la gestion d'urgence, sur la planification stratégique, sur la gestion de risque, beaucoup de choses à la fois. Et j'ai l'immense privilège aussi d'être membre d'un corps de volontaires africains de santé publique qui aide des pays en difficulté pour faire face aux urgences de santé publique. Et évidemment, j'ai étudié aussi après l'ENA, à l'école de santé publique de Kinshasa. Et actuellement, j'étudie à l'université Senghor en management et gouvernance publique. Alors la première question qui nous vient à l'esprit, c'est comment aujourd'hui se porte la santé publique en République démocratique du Congo? Alors, ça c'est une question d'emblée très difficile parce c'est pas évident de faire les diagnostics du secteur de la santé en si peu de temps, mais globalement, la santé publique ne va pas bien. Elle ne va pas bien parce que vous pouvez voir aujourd'hui, tout le monde parle de choléra à Kinshasa. C'est ce qui retient l'actualité, mais nous n'avons pas que le choléra. Aujourd'hui, en santé publique, nous avons 4 incidents majeurs de santé publique. Il y a le choléra, il y a la rougeole qui sévit toujours en forme épidémique. Nous avons la mpox qui est toujours là. Nous avons l'anthrax qui est une zoonose qui nous vient du Grand Nord. À travers, vous avez entendu sûrement dans les médias. L'anthrax qui s'attaque aux poumons essentiellement. Exact. Qui engendre des difficultés respiratoires. Exact. Mais c'est une maladie qui concerne beaucoup plus les mammifères. Exactement. Les gros mammifères dans les parcs. Vous avez entendu les éléphants, le buffle, les rhinocéros dans les parcs des Virunga. Et puis elle se transmet à l'homme. Et puis nous avons des événements, les récentes inondations. L'incident est toujours en cours. Et donc, la situation est un tout petit peu plus très compliquée. Alors, quand on dresse un tel tableau, c'est vrai que ce n'est pas très reluisant comme situation. Quelle réponse le gouvernement apporte déjà devant ce type d'urgence? Alors, il faut dire que le gouvernement agit en amont et en aval. Déjà, avant qu'il survienne une épidémie, le gouvernement, à travers ses structures, se prépare. Il y a la préparation dans laquelle nous faisons tout ce qu'il faut pour être prêts à répondre à une épidémie. D'abord, il y a les plans stratégiques du secteur et puis il y a des plans sous-stratégiques, si je vous passez les mots, notamment pour ce qui concerne le choléra. On a un plan d'élimination du choléra 2023-2027. Pour ce qui concerne tous les risques, nous avons un plan multirisque qui va aussi jusqu'en 2027. Pour ce qui concerne l'immunisation, c'est-à-dire les maladies évitables par la vaccination, nous avons également un plan qu'on appelle communément le plan Machako, qui fixe de façon plus ou moins précise les échéances, les indicateurs qui fixent les caps en termes de maladies évitables par la vaccination. Ça, c'est en temps normal. En temps normal, oui. Maintenant, quand il y a une alerte, on voit que les seuils épidémiologiques commencent à être débordés, nous mettons rapidement en place un système pour gérer l'incident à travers un centre qu'on appelle le Centre d'opération d'urgence de santé publique, qui est logé au sein de l'Institut national de santé publique. Et à ce moment-là, lorsque les seuils d'alerte commencent à déborder, on fait ce que nous appelons l'alerte du COUSP. Le COUSP passe en mode alerte. Lorsque le seuil déborde encore, nous passons en mode réponse. Et à ce moment-là, nous disons que le COUSP a été activé. Et c'est ce qui a été le cas pour tous les incidents et toutes les épidémies dont je viens de vous parler. Bon, replaçons-nous dans le meilleur des mondes. Je sais que là, c'est vraiment une projection. Si on devait se replacer dans le meilleur des mondes, comment les choses devraient marcher? Dans le meilleur des mondes, ce que nous avons prévu dans nos plans, c'est la façon dont les choses devaient marcher en temps normal. C'est que chaque ministère a son crédit, c'est ce que veut la loi de finances, la réforme de la loi de finances. Oui. Et chaque ministère peut disposer quand il en a besoin. Ça, c'est pour financer le développement et anticiper, réduire la fréquence des urgences de santé publique. Ça, c'est ce qui doit se faire en temps normal.
En temps d'épidémie également, il est prévu des mécanismes, notamment comme les fonds d'urgence. Il est prévu d'avoir un fonds d'urgence pour la santé publique qui est alimenté en permanence et qui est utilisé au cas par cas pour répondre aux problèmes de santé publique. Mais on n'en est pas là. Le meilleur du monde serait celui-là. Malheureusement, la décentralisation de l'ordonnancement s'est fait attendre. Nous espérons que bientôt, le secteur de la santé va passer, comme c'est un secteur pilote. Malheureusement, le fonds d'urgence n'est pas en place. Il y a des efforts qui sont fournis à gauche et à droite, mais je suis désolé, nous devons toujours attendre. Malheureusement, toujours attendre. Alors, en tant qu'ENARC, justement, si on doit parler de ces mécanismes de financement innovants, est-ce que vous pouvez nous en décrire un de manière concrète? Un de manière concrète, je vais vous parler de la couverture santé universelle, qui est le grand chantier aujourd'hui pour notre République, a prévu beaucoup de mécanismes pour son financement. Il a mis en place des établissements de facilitation aux côtés de l'administration régalienne. Maintenant, il y a des mécanismes tels que, par exemple, au niveau pour lutter contre la piraterie des médicaments, oui. Il est prévu de taxer un peu plus davantage les produits toxiques, le tabac, l'alcool, pour financer la lutte contre les médicaments contrefaits et de qualité inférieure. Pour ce qui est de la lutte contre les épidémies, il est prévu au niveau de la douane d'incorporer quelque chose. Il y a autant de mécanismes, mais le meilleur pour moi, c'est lui qui va faire que les Congolais s'approprient de ces grands programmes, c'est la couverture, disons, l'assurance maladie obligatoire dans tous les secteurs de la vie nationale, en commençant par nous, les agents publics, les agents de carrière. Nous devons commencer à contribuer, nous quittons du régime de l'octroyé au régime contributif. Alors, vous l'avez effleuré tout à l'heure, vous avez parlé de la couverture santé universelle qui est justement une des plus belles innovations qui existent en ce moment. D'après vous, est-ce que c'est applicable en République démocratique du Congo? Et aujourd'hui, avec 100 millions d'habitants, en combien de temps on peut dire que tous les Congolais peuvent y avoir accès? Alors, il faut dire une chose, quand nous avons commencé les réformes du secteur de la santé avec la convention des Alma-Ata, c'est des histoires de santé publique, je ne vais pas embrouiller nos téléspectateurs avec ça. Nous nous sommes fixés des caps. Il fallait dans un premier temps donner accès à chaque citoyen de notre pays, accès à un paquet minimum d'activités de soins de santé qu'on a placé au centre de santé. Et il fallait un autre paquet complémentaire qu'on a placé à l'hôpital général de référence. Je vais essayer d'expliquer à nos téléspectateurs comment on en arrive à rêver de la couverture santé universelle. Oui. En 2015... Et surtout, en quoi ça consiste exactement? Exact. Parce que beaucoup de gens en entendent parler, mais ne savent pas en quoi ça consiste. Exact, c'est vraiment important. Je pense que l'émission est aussi pédagogique. En 2015, il fallait évaluer. Nous n'avions pas atteint les objectifs du millénaire pour le développement. C'était l'échéance. Mais après, nous avons fait une transition. Il fallait qu'en 2019, nous ayons atteint certains seuils et que nous puissions passer, nous projeter en 2030, c'était l'objectif de la couverture santé universelle. Mais c'est quoi la couverture santé universelle? Tout citoyen, toute personne se trouvant sur le territoire de la République démocratique du Congo doit avoir accès à un certain paquet de soins. C'est gratuit? Non. Je vais vous décevoir, mais il n'y a pas de couverture santé universelle gratuite. La couverture santé universelle peut fonctionner par subvention. Si la subvention est totale, ça ne veut pas dire qu'elle est gratuite pour autant. Je vais parler d'un cas précis de la maternité. Bien sûr. Pour les communs du mortel, ça sonne bien quand on dit gratuité de la maternité. Ouais, gratuité de la maternité. Mais attention, c'est de la maternité qui est subventionnée à 100% par les trésors publics. La philosophie derrière la couverture santé universelle, c'est de réduire les risques financiers pour les ménages, de réduire les dépenses catastrophiques en santé et de favoriser l'inclusion pour tout le monde, avoir accès aux soins de santé. Nos mamans qui vendent les mamans maraîchères, nos amis qui font les poussous et tout le monde, ils doivent avoir accès aux soins. Mais ils ne travaillent pas. Comment on va prélever? Parce qu'ils ne travaillent pas.
Alors, c'est ça la couverture santé universelle. Ce n'est pas à confondre avec les ministères de la santé publique. Donc, la santé universelle au Congo, c'est 14 ministères. Et le ministère de la Santé n'est qu'un parmi les ministères. Et la coordination, elle est basée à la présidence. Voyez-vous comment l'enjeu et la compréhension doivent être globalisantes et comment nous devons faire beaucoup d'efforts. Alors, votre question, c'était de savoir, est-ce que nous pouvons y arriver? Oui, exactement. Et dans combien de temps, si possible? Exact. Combien de temps? Selon les planifications, nous devons y arriver en 2030. Je vous signale que 2030, c'est dans 5 ans. Exact, mais je vous dis, c'est ça l'agenda 2030. Les objectifs de développement durable 2030. OK? Et nous avons signé, et nous avons fixé nos indicateurs, nos seuils, les cibles nationales sont là. Alors, en tant que santé publiciste, devant un tel cas de figure, nous nous retrouvons avec 2 provinces qui sont occupées. Comment la santé publique s'organise dans ce cas-là? Exact. Alors, en théorie, il y a beaucoup d'outils, d'instruments internationaux qui protègent les acteurs humanitaires, y compris les personnels de santé. Là, maintenant, nous passons dans le cadre de l'humanitaire. Oui, exact, parce qu'il y a une guerre, mais la maman qui est enceinte, elle a le droit d'accéder à une maternité et de donner naissance sans risque. Là, ce n'est plus du secteur de la santé publique pure, ça devient de l'humanitaire. Et les droits internationaux humanitaires donnent des garanties, donnent des droits et des devoirs. C'est comme ça qu'on entend parler même de couloir humanitaire. Exact. Justement. Tout le monde crie aujourd'hui, ouvrez un couloir humanitaire. Ce n'est pas pour faire les yeux beaux, c'est parce que ces gens, ils ont droit à être assistés. Ils ont droit d'être assistés. Maintenant, en situation de guerre comme celle-ci, normalement, les installations de santé ne doivent pas être attaquées. Les personnels non plus. Malheureusement, on a vu, et c'est très regrettable, je me permets d'utiliser ces plateaux pour condamner avec la plus grande énergie ces agissements où on a pris des malades dans des hôpitaux, notamment au Nord Kivu, à Goma, on les a enlevés, on les a torturés et puis on les a abattus. On a attaqué des hôpitaux, on a attaqué des personnels de soins et ça continue. C'est vraiment inacceptable et ça doit s'arrêter. Belligérant soit-on, il faut savoir que la guerre a des règles, il a des limites. C'est très regrettable, mais normalement, nous sommes protégés par ces cadres-là. Dans les cas d'espèces, pour ce qui est de la RDC, il faut dire que la situation est très complexe. Les acteurs sont nombreux et certains sont incontrôlables. Ce qui fait qu'ils ne connaissent souvent pas les règles de la guerre. On parle des groupes terroristes. Pour eux, les droits humanitaires ne s'appliquent pas. Alors, ce qu'il faut faire, pour moi, la solution ultime reste la reconquête de l'intégrité de notre territoire. J'ai une demande à travers ce plateau d'Elena, que je remercie encore une fois. En fait, ce que je pense, courageusement, dans ces secteurs, ces grands secteurs, vous l'avez dit, je pense que c'est le moment maintenant de nous regarder courageusement, voir tous les efforts que le pays a consentis et voir où nous en sommes et voir comment nous pouvons accélérer pour 2030. C'est un appel que je lance aux décideurs. J'aimerais que ces genres de préoccupations occupent les débats publics. Parce que la qualité du débat public a un impact sur notre vie de chaque jour et celle de demain. J'aimerais que dans ces secteurs de la santé publique, courageusement, on se regarde. On s'est dit depuis autant d'années, 1989, on a commencé, on est en 2025, 2030, c'est bientôt. On est où? On fait comment? Tenez, madame, il y a 43% des Congolais qui ont accès à l'eau potable. 43. Même si nous avons les meilleurs experts de santé publique, on ne va pas éliminer le choléra avec ça. Nous avons seulement 22% d'enfants qui sont vaccinés complètement. Vous avez une idée sur la mortalité des enfants en RDC? Je laisse les chiffres, mais c'est chaotique. On ne peut pas, c'est pratiquement impossible de réduire la mortalité des enfants lorsqu'on a une couverture vaccinale à 22%. Donc mon appel, c'est que nous puissions avoir un cadre d'accélération des ODD en lien avec la santé pour 2030. C'était ma proposition. Merci encore, Dr Benjamin. On va terminer avec cette dernière question. Quel est votre livre de chevet? Ça va vous surprendre. Mais je lis évidemment beaucoup, mais mon livre de chevet, ce n'est pas un livre de santé publique, ni de politique, ni d'administration. C'est un livre de Ben Carson. Il s'appelle The Gifted Hands. OK.
les mains bénies. Les mains bénies. Je pense que nous avons tous une bénédiction, mais pourquoi on ne la saisit pas? Merci encore, Dr Benjamin Walondo. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez connectés sur nos différentes plateformes, sur les réseaux sociaux. On vous dit à très bientôt pour un nouveau numéro de Résonance.